La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait des efforts exceptionnels. Des fois. Il est à l'heure, putain. 21h. Quoi, quand tu pas Guillaume hein Bah ouais. Ouais, regarde, je suis cyclope. C'est bien, t'as pile après. T'es cyclope, t'es mou quand même. C'est le cyclope témé, c'est ça. Coucou les gens, il faudra vraiment que je réduise le temps de ce générique de début. Il commence à être un peu long, je trouve. Pour aller plus tout de suite au cœur de l'information, car nous sommes dans un podcast de bande dessinée. Je suis One Pied, c'est moi votre hôte. Je suis là pour vous accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Et pour avoir les meilleures conditions qui soient, il faut avoir les meilleurs animateurs qui soient. Ah oui, ils sont là. Salut Nao, ça va? Hello, ouais, oui, ça va bien. Bonne journée. Au Tu top. portes des gros cartons de Toujours. bouquins en ce moment. Envie de crever, oui, c'est Voilà. Noël. C'est Ouais. notre libraire, la seule Voilà. vraiment légitime ici pour parler de livres. Tada. À côté, il y a un enseignant. On fait ce qu'on peut. Voilà. Il en faut, hein, je veux dire, on a besoin. Du coup, les C'est livres, Letty. les livres aussi, on connaît. Hein, Voilà. ça nous sert à éviter de laisser des marques. Quoi. Voilà, c'est important. Et juste un autre enseignant. Salut, Thio. Ça va? Cyclope. Thio. Cyctio. Ouais, ça marche pas, c'est nul. Et dans ce programme, comme à l'accoutumée, nous allons parler de bande dessinée. Nous On avons en un avait programme 12. chargé de qualité. Nous allons parler de Plus loin qu'ailleurs, de Au-delà de Neptune, de Renaissance, le cycle 1, parce que en fait, Naoué voulait qu'on fasse les deux cycles, mais on s'est dit, oh là, on va faire qu'un, parce que C'est moi qui chronique Renaissance. Ouais. Ah. Ouais. Ça a été Et ton au choix. point. Nice. Et le tome 5 de l'adoption, et on jettera ensuite un œil sur Predator Badlands, parce que on a une thèse de doctorat qui est prévue sur le sujet. Ouais. Parce que nous aimons les films de qualité, monsieur. Oui, vous avez bien raison. Et nous, on y est allé, on a mangé du popcorn. Enfin, il a mangé un truc de popcorn tout seul. Waouh. Enfin, il m'en est resté plein. J'ai pu remplir le seau à la maison. Ok. Vous êtes tous à voir. Et quitte à remplir le seau, c'est laisser des pourboires sur Tipeee. Putain, cette transition à l'arrache. Nous sommes sur tipeee.com, salut Cobal, et nous venons d'accueillir notre meilleur auditeur. Tipeur, le meilleur tipeur du monde. Cobal qui nous soutient sur Tipeee, tout comme Monkey, Matt Descaches, Chevron et Warloff. Vous pouvez nous donner un petit peu d'argent. Alors, ils vont faire un petit changement là sur Tipeee, parce qu'à partir de janvier, ils partent au paiement mensuel, c'est plus à l'émission, ça m'emmerde un Putain, peu. c'est ça qu'on devait faire. Ouais, ça m'emmerde un peu, donc il va falloir qu'on revoie un peu comment on gère notre Tipeee. Magnifique. Parce qu'en gros, ça m'emmerde. Moi, j'aime bien pouvoir ne rien faire et que les gens ne leur prennent pas des sous. Alors que là, si on fait rien, on risque de leur prendre des sous quand même, et c'est chiant en fait. Donc on va essayer de leur trouver un truc pour qu'on leur prenne un peu moins, mais plus souvent. Voilà, histoire de compenser. Non, alors, bon. Bref, on a fait nos petits calculs. À l'arrivée, ça va sans doute vous coûter un poil moins cher. Donc, nous, on touchera un poil moins dessous. Mais voilà, c'est histoire de conserver un minimum de flexibilité de notre côté et éviter que ça vous retombe sur le museau de l'autre côté. Effectivement, Cobal dit qu'il est beau, et je confirme. Et Randall dit que c'est le meilleur parce qu'il donne des sous et qu'on est une bande de capitalistes. Alors le C'est problème, vrai. c'est que là, en fait, dans ce qu'a dit Isaac, je sais pas s'il faisait du bullshit de Ah non, politicien. non, on en a vraiment discuté. Ouais, on a si. vraiment discuté. Ah ouais. Ah non, vraiment discuté. Ouais, Ah t'étais ouais. même dans le chat où on en a parlé. Ah, je sais pas, moi je dis pas ce que vous dites. Et on avait même discuté le jour où tu n'étais Ouais. pas là et qu'on avait fait l'interview Ouais. de Ah. Mathilde Domecq, teasing. Qui est toujours inquiet en ligne. Qui est... Allez l'écouter. Suivez la Voix des Bulles, vous aurez des infos sur les publications que nous faisons régulièrement. Oui, vous savez les trucs que nous on suit aussi. De Oui. loin, pas Fort. de loin, très loin. Bon, je crois qu'il est Moi, ça temps compte pas, j'y étais. Ouais, c'est vrai. Moi Ouais. aussi, j'y étais. Mais toi, t'étais payé pour rien. Pas faux. Pas faux. Ouais, c'est vrai. J'étais Alors à que moi côté, j'ai en payé train de pour avoir la travailler. dédicace, bordel de merde. Bon, on va aller attaquant tout de suite parce qu'il serait temps qu'on parle de BD. Et on est vraiment désolé, on fait pas toujours de la qualité. Il fallait bien qu'on commence par quelque chose. Plus loin qu'ailleurs de Christophe Chaboutet, une bande dessinée que va nous chroniquer Thio. Tu peux te pencher vers l'avant, s'il te plaît, tout doucement. Vas-y. Non. Ça va, vas-y. Je savais que Oh ça là allait là. le toucher. Ah oui, bah, ça va te toucher toi aussi du coup. Non mais comment tu peux faire ça, quoi. Pas Alors longtemps, c'est du bien coup. parce que du coup je suis pas du tout, mais alors pas du tout prêt. Et donc je vais faire. Tu veux que je fasse moi la chronique? Non. Fais je un vais- freestyle pour une fois. Ben, je vais faire une Guillaume. Ouais. Alors c'est l'histoire. Les conducteurs sont prêts depuis hier. C'est l'histoire d'un gars. Et il n'y a pas de nom, encore une fois. Non, jamais de nom. Non, mais non, je non, sais. non. C'est l'histoire Je d'un comprends. gars. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Viens ici toi.
Voilà, c'est l'histoire d'un gars, ouais. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui a décidé de faire le plus grand voyage de sa vie. Il l'a préparé, il a pris ça, il a pris la cartographie, il les a rentrés dans son Maps, il a téléchargé les cartes, il est au taquet. Et il donc part en vacances. Alors qu'il a un beau boulot de merde, quand même. Il a un bon boulot de merde, mais il a dû économiser toute sa vie, il en a chié, mais vraiment un truc de malade. Et là, il va partir. Sauf que... la chute. Tout va bien. Sauf que... Voilà, sauf que la chute. Sauf que la chute. La chute, et là, badabam, badaboum, badabing. Même pas, tu le relèves, celle-là. Ouais. Badabing, bon, tant pis. Et donc, Bim, balabim, bim, balabalaboum. et ben c'est la chute, et malheureusement, il se fait mal. Il se fait une entorse, il a un plâtre, et donc, du coup, ses vacances, c'est... Voilà, sans compter en plus que c'est vraiment mortibus, parce qu'en plus, il a tout perdu, parce qu'il peut pas se faire rembourser, que du coup, c'est mort. Et donc, du coup, il rentre chez lui, comme ça. Mais Et là... Pas chez lui. Et là, il décide de ne pas rentrer chez lui, en fait. Il va à l'hôtel en face de chez lui, sur la place, la même place, où il passe tous les jours. Mais c'est à partir de maintenant, en fait, il va aller à l'hôtel parce qu'il va prendre des vacances à l'hôtel. Encore une fois, Chabouté avec un début de pitch qui est Sur un demi-timbre-poste. sur un demi-timbre-poste. Eh bien, putain, il m'a fait voyager. Voilà, moi j'ai voyagé avec le gars, je sais toujours pas son nom et je ne m'en rappellerai pas. Et on s'en fout. On s'en fout de toute façon, mais c'est de la poésie, c'est magnifique. Et tout le long du truc, donc il va rencontrer des gens en fait qu'il rencontre d'habitude, mais qu'il ne parle pas. Et en fait, c'est je sais pas comment dire. Il a un travail de gardien de nuit, donc en gros, le jour, il dort, il voit pas les gens, quoi. Il connaît pas son quartier, en vrai. Oui, mais en même temps, c'est aussi dans son voyage, il découvre les autres, il va s'ouvrir aux autres. Voilà, c'est absolument formidable, c'est exceptionnel. Moi, je sais pas quoi vous dire de plus. Chabouté, de toute façon, je pense qu'il me chierait dans un livre et il me l'enverrait. Je serais là, je ferais. Oh, c'est un test de Rorschach. Voilà, c'est trop beau. C'est le plus beau test de Rorschach que j'ai jamais vu. Parce que c'est Chabouté. Après, non, mais je veux dire, je sais que moi, je suis accro et qu'il fait n'importe quoi. Et je suis là, oh putain, c'est trop bon, quoi. Mais c'est fantastique. Et moi, je trouve que c'était un bouquin absolument exceptionnel, formidable. Au niveau du graphisme, il n'a rien fait de neuf par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Un petit peu. La couleur. Un peu de couleur. Dans certaines cases, c'est vrai, oui, qui font un petit. Je me demande même si c'est pas le voisin qui est passé qui a mis un coup de couleur. Et ces carnets de croquis sont en couleur, vraiment, Les carnets de totalement. croquis, ouais. Et vraiment, voilà, au top. Donc, au top. Voilà, donc un coup de cœur pour moi. Maintenant, je sais pas quoi en dire de plus. Parce que c'est Chabouté et que du coup, je sais pas quoi dire. Vas-y, Nao. Vole-lui ces mots. Moi, il me régale, Chabouté. Encore une fois, il se passe rien. C'est un mec qui part en vacances et en fait, non. Bam, tadam. Mais c'est trop cool, c'est sensible, c'est doux, c'est très émouvant. Il y a quand même des types de personnages qu'on retrouve. On retrouve un banc, on retrouve un SDF, on retrouve des animaux des rues. Il y a toujours des petits trucs un peu qui reviennent chez Chabouté. Mais c'est trop bien, quoi. C'est doux et ça fait plaisir et ça fait du bien. Et il parle de sujets un peu tristes, mais il le fait avec une douceur qui est folle. Et en même temps, c'est hyper cru, mais c'est génial. C'est très, très beau. Et moi, je me suis régalée avec cet album aussi. C'est fabuleux d'arriver à faire autant et à provoquer autant d'émotions avec si peu d'ingrédients, si peu de choses, des choses qui sont très banales et complètement du quotidien. Voilà, c'est vraiment un poète, un artiste... Un génie. Un magicien non, de un rien. génie, tu peux le dire. Tu peux le dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas galvauder les mots. Un génie, ça marche. Pour lui, ça marche, ça fonctionne. Et voilà, donc ce garçon-là, il est juste incroyable. Et voilà, il crée de la sensibilité, il crée de l'émotion à partir de petites choses du quotidien. Et quand vous fermez ça, à chaque fois, vous avez cette petite nostalgie, ce petit waouh qui fait du bien, qui vous écarte un peu les épaules comme ça, là, et qui vous donne un petit peu d'air à l'intérieur de votre corps et un petit peu de bonheur. Donc merci Monsieur Chabouté, effectivement, régalez-nous encore longtemps. Il n'y a pas beaucoup de dialogues, mais les dialogues ont du sens. Mais les dialogues se font dans les regards, aussi, les dialogues se voilà, font c'est dans ça. l'image. C'est C'est le champ contre champ, c'est la discussion, parfois c'est même du plan fixe, c'est la photographie. Il y a plein de choses qui sont dessinées mais qui relèvent de la photographie. C'est sa narration qui est folle, c'est qu'il n'a même pas besoin d'avoir des mots pour faire passer des émotions qui sont très intenses. Donc, Moi, je vais rebondir sur le côté un peu technique. Il a déjà un style graphique il joue beaucoup sur les aplats de noir, quelques traits fins, où vraiment le contraste est très tranché. On n'a pas de gris, c'est du noir et blanc tranché. Par rapport à avec des fonds blancs, des décors qui sont assez
il se concentre sur des éléments importants du décor. Il va pas nous faire un grand paysage, il va pas aller là-dessus. Il n'est pas dans ce naturalisme de je monte de la peinture, il est dans du naturalisme qui monte de l'humain. Et même quand il montre une poubelle ou un banc, c'est qu'il y a de l'humain, il y a du sentiment derrière. Il montre de l'humain. Il a un talent de la narration, de la mise en page, savoir s'il doit mettre un cadre ou pas en mettre, jouer sur comment mettre en avant, ou est-ce qu'il va couper son image ou pas. Et là, en plus, il s'amuse. Il s'est déjà amusé à jouer sur le côté de la couleur avec le jaune, par exemple. Il a fait un truc sur les taxis, il me semble. Où il jouait déjà avec le jaune des taxis. Là, il va un peu plus loin. Mais là, la couleur, en plus d'être une sorte de clin d'œil, comme il y avait sur son truc sur les taxis, il a vraiment un sens dans la narration. Et le héros est quelqu'un qui dessine, et en fait, il partait voyager pour faire des carnets de voyage, en fait. Et là, il se fait son carnet de voyage sur place, et tous ces carnets de croquis sont vraiment en couleur, voire avec de la photo. D'ailleurs, on voit que c'est de la photo parfois, parce qu'il y a des choses collées, des trucs qu'il a ramassés dans la rue. Et ça marche, mais... à la perfection. Voilà. Donc techniquement, c'est vraiment une super réussite. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais c'est quelqu'un qui sait faire parler des silences. Et je trouve ça assez magnifique à ce niveau-là. Mais quand tu vois le peu de choses qu'il peut y avoir dans une case et où tu t'arrêtes bien plus longtemps que sur plein d'autres bouquins, que dans d'autres bouquins, où s'il y a plein de détails, de machins, de bidules, et c'est ultra chiadé, il y a énormément de choses, beaucoup de paroles, beaucoup de sentiments, à partir de pas grand-chose dans le dessin. Il a une qualité, un talent de narration qui est absolument fabuleux. Oui, après, si on va au-delà de ça, on pourrait parler un petit peu du côté message qu'il essaye de véhiculer à travers tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde, vous n'avez pas besoin de partir, là en l'occurrence en Alaska, mais je vous dirais ça peut être n'importe où à l'autre bout de la Terre, pour trouver du bonheur et pour vous faire du bien et pour vous faire du plaisir. C'est juste une posture, c'est juste un état d'esprit, et c'est ce qu'il essaye de véhiculer, je trouve, à travers ce bouquin-là, c'est que ce mec-là, il avait besoin de changer de posture. Et finalement, qu'il parte en Alaska ou qu'il parte de l'autre côté de la place, c'était pareil. Le truc, c'est que là, il avait dans sa tête ce changement de situation, ce changement de posture, ce changement de point de vue. Et c'est exactement ce qu'il arrive à faire. C'est-à-dire qu'il est au même endroit qu'avant, sauf qu'il voit les choses de manière tout à fait différente. Il se fait sa thérapie de l'autre côté du trottoir, quoi. C'est absolument merveilleux. Et c'est ça qui est montré sans pathos, sans grands mots, sans grandiloquence. Et pour autant, c'est ça qu'il arrive à faire passer. Chapeau, monsieur Chabouté. C'est un coup de cœur vraiment pour tous. Ah non, moi je mets pas de coup de cœur. Mais c'est rare que ce soit noté sur notre conducteur, que tout le monde pense à le mettre. Chapeau. Donc je pense que... C'est le Chabouté. Azertov dit qu'il vient de claquer tout son salaire à BD à Colomiers et qu'on est en train de le faire craquer. C'est 25 €, c'est chez Vendouest. Et franchement, ça les vaut. Va le feuilleter au moins, ne serait-ce que pour le plaisir de le regarder. Après, vu la date qu'on est, tu vas bientôt avoir le nouveau salaire qui va tomber. Voilà, où t'attends Noël. Il y a Noël dans 3 semaines. Je vais pouvoir manger du pain. Ok. On va aller un petit peu plus loin maintenant. C'est une vitrine. Au-delà de Neptune de Gabriele Melegari. Ouais, chez Stenkis, dans la collection Aux Confins. D'ailleurs, je crois que c'est l'album qui ouvre la collection Aux Confins. Absolument, et j'en parle. C'est un truc, c'est un truc de fou et on ne s'est pas concerté. Tu vois. Ouais, je sais. Collection qui est dirigée par Vendry Leroy, qu'on a déjà eu pour de longues émissions ici, et que je salue au passage s'il nous écoute. On va laisser... Vendry, si tu nous entends. Ouais, Isaac, nous en parler. Alors, on va faire simple, c'est un petit peu comme Chabouté, sauf que là, on est vraiment parti loin, cette fois-ci. Genre vraiment loin. Mais vraiment loin. Donc, on va suivre une certaine Léla, qui est la seule astronaute à bord de ce vaisseau télescope qui est magnifiquement baptisé Ulysse, en charge d'une mission qui s'appelle Terra Incognita. Donc, ça fait beaucoup de grands mots. Bref, on part sur une grosse expédition galactique. Nous sommes le 22 octobre 2283 et comme tous les jours depuis 7 ans, le temps de voyage jusqu'à Neptune, elle enregistre son rapport vidéo, un rapport qui doit être transmis à la Terre. Et étant donné la distance, le rapport va mettre environ 4 heures pour arriver sur Terre. Donc malgré son extrême solitude, Léla reste très enthousiaste pour cette mission. Elle a toujours rêvé de faire ce genre de choses. C'est pour ça qu'elle a tout quitté, qu'elle a quitté notamment sa compagne, qui elle est restée sur Terre, une Terre polluée, devenue quasiment invivable. C'est l'une des missions d'ailleurs de son voyage. Elle confie tout à cette vidéo, de ses états d'âme jusqu'à ses questions existentielles.
Un petit peu de cynisme quand même commence à pointer le bout de son nez au bout d'un certain temps. Est-ce que vraiment cette mission va avoir du sens ? Est-ce qu'elle aura le temps de trouver une solution à cette pollution sur Terre ? Bref, est-ce que ça a du sens que de trouver une solution ? Donc tout ça commence un petit peu à poindre dans son esprit. Et comme unique retour à ce monologue, eh bien, c'est l'ordinateur de bord qui lui confirme froidement que le message a bien été envoyé. Elle regrette d'ailleurs que le soutien psychologique qui lui avait été promis n'ait jamais été assuré. Bienvenue dans les ministères. Même en 2283, visiblement, les choses n'ont pas changé. Et voilà, donc elle, en bonne petite soldat, elle suit le protocole, elle fait ses exercices musculaires, elle avale sa purée alimentaire dans son petit sachet d'aluminium, elle se prépare pour son prochain saut en immersion profonde, car c'est le système qui est utilisé, le système baptisé HD 1461, qui lui permet de se rendre par l'intermédiaire d'un cocon dans une espèce de téléportation virtuelle vers des mondes éloignés pour essayer de trouver des solutions, des choses viables pour l'avenir de l'humanité. Ce sont ces sauts qui sont la raison première de son engagement et qui lui permettent donc de visiter des exoplanètes extrêmement lointaines, chose qui serait astrophysiquement absolument impossible. Donc au-delà de Neptune, comme vous l'a annoncé Pierrick tout à l'heure, inaugure de manière on ne peut plus appropriée le nouveau label des éditions Stenkiss qui s'appelle donc Aux Confins. Oui, ça envoie. Ce one-shot est réalisé de façon complète par l'auteur italien Gabriele Melegari et il nous emmène donc aux confins du système solaire, dans l'orbite de la planète bleutée Neptune, et dans un avenir relativement proche, parce que finalement, dans la conquête spatiale, 250 ans, c'est pas grand-chose. C'est demain. C'est demain. À la suite d'une astronaute totalement esseulée, sportive, altruiste, déterminée, et qui accepte donc une mission de plus de 20 ans en solitaire, donc inutile de vous dire qu'elle flingue sa vie, elle flingue son couple, elle flingue tout. Elle flingue son avenir sur Terre pour cette mission, parce que 20 ans, c'est le trajet aller. Une partie d'elle-même espère trouver des solutions, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient organiques ou autres, pour gérer cette surpollution qui gangrène la Terre, notamment en multipliant donc les visites virtuelles d'exoplanètes. Bon, c'est très bien tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sort ? Ici, l'auteur va nous synthétiser les réelles questions de temps, d'éloignement pour cette exploration spatiale, des choses qui sont des problématiques actuelles. L'homme parviendra-t-il à enrayer son suicide climatique par une réponse technologique ? Concrètement, si on reste sur Terre, à conditions et à ressources finies, on va droit dans le mur. Donc forcément, ça fait partie des solutions qu'il faut absolument envisager. Et donc c'est ce que nous propose Gabriele Melegari. Il ne fournit pas de réponse. Ce serait tellement plus facile. Si seulement ça existait d'un claquement de doigts comme ça. Il nous propose plutôt une sorte de sortie un peu plus métaphysique, un ingrédient de base qui est souvent utilisé en SF. Le propos ici est très pertinent, dramatiquement actuel, et il s'accompagne graphiquement d'un véritable voyage cosmique. On a des pleines pages, on a des couleurs, on a des éléments fantasmagoriques qui viennent donner des perspectives vertigineuses à l'ensemble du bouquin. On a des décors qui sont soit un peu oniriques, soit extrêmement technologiques. Et donc, on voyage vraiment là-dedans. Et je trouve que le voyage est très bien rendu. On manque peut-être effectivement un petit peu de réponse. La porte de sortie qui est choisie n'apporte peut-être pas assez de fond au scénario. Mais esthétiquement, c'est bien donné. Physiquement, philosophiquement, c'est bien rendu. C'est une jolie promesse pour la collection, mais effectivement, je suis un petit peu resté sur ma faim et je peux comprendre certains lecteurs qui pourraient l'être également. C'est long. Ouais, c'est long. Hein. Et oui, mais c'est dans ce fonctionnement-là qu'on lit le bouquin. C'est dans cette lenteur. Alors moi, le bouquin, je ne l'ai pas trouvé long, par contre. Ouais, vas-y, Nao, poursuis. Mais moi, j'ai trouvé ça très rapide à lire, en fait. Et du coup, je suis carrément restée sur ma faim, en fait. Il y a effectivement le dessin incroyable, le propos bien aussi. Le côté métaphysique, je le trouve bien, et en même temps, je trouve qu'il est posé une histoire et un contexte tellement justement scientifique que y rajouter du métaphysique, c'est pour moi
presque trop, du coup. Et ça m'a un peu perdue à certains moments où j'étais là en mode, du coup, ça se veut une SF un peu concrète ou ça se veut pas du tout concret? Est-ce que c'est vraiment purement contemplatif? Si c'est purement contemplatif, effectivement, c'est très joli. Mais voilà, par contre, pour moi, c'était beaucoup trop rapide à lire et j'avoue que je trouvais ça bien. Mais c'est trop rapide, quoi. Je sais pas, on regarde plus qu'on ne lit, en fait. Et regarder l'infini, c'est chouette, hein, mais bon... Bon, en mon sens, je trouve que ça permet de poser tout autant des problématiques pour l'avenir des terriens que des problématiques qui sont liées au voyage en lui-même. C'est-à-dire que ces gens qui vont peut-être à un moment donné devoir traverser l'espace, flinguer leur vie, etc., ils vont avoir des états d'âme. Ils méritent mieux que de se retrouver tout seul à bord d'un vaisseau. Et peut-être que l'humanité mérite mieux que d'envoyer une bouteille à la mer comme ça, toute seule en solo, en espérant que la personne n'explose pas en vol physiquement ou intellectuellement. Je trouve que ça pose des vraies questions. Effectivement, ça ne cherche pas du tout à apporter de solution, mais ça pose plein de questions concrètes ou plus métaphysique sur l'avenir de l'humanité. Est-ce que vraiment ça a du sens de vouloir sauver une espèce qui de toute façon flingue la planète et flingue les ressources et pas foutu de se mettre d'accord? Bon bref, c'est tout un tas de raisonnements un petit peu philosophiques autour de tout ça. Mais voilà. Moi je trouve qu'il y a un petit côté... quelque chose que je respecte beaucoup dans le bouquin, c'est qu'il y a un côté casse-gueule à faire un bel album de personnages en solitaire, essayer de raconter quelque chose derrière. Narrativement, c'est compliqué, et c'est là où l'auteur rame un peu, parce que justement, cette fin est tellement ouverte qu'on ne sait pas trop ce qu'il veut raconter et où il veut aller. J'attendais quelque chose, et j'étais pareil, un peu déçu à la fin, mais je salue quand même ce travail de dire... tu dis que c'est vite lu, mais ça reste un gros bouquin quand même. On est sur 152 pages, 940 grammes. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de texte sur la moitié. S'il y en a un peu plus, je vous la laisse. Mais je veux dire, mais les images sont belles. Tu peux Après, oui, bien sûr. Il y a un travail, moi j'aime beaucoup sur le côté géométrique, oui, ça, c'est charmant. qui marche super bien. Mais on ne sait pas trop ce que ça veut raconter. C'est vrai qu'on se perd un peu. En termes de portrait psychologique d'un personnage, ça marche pas mal. Mais c'est déjà vu, on a déjà vu ce genre de choses-là, ça etc. manque d'un petit peu de nouveauté, ou alors, à défaut de nouveauté, peut-être encore un petit peu plus de profondeur dans la psychologie du personnage, je trouve. Je suis d'accord. Mais moi, je t'avoue que le voyage m'a beaucoup plu. Quand j'ai fini le bouquin, j'ai été un peu entre deux eaux, puis après, je me suis dit, non, mais attends, ça c'était beau, ça c'était bien, ça c'était beau. Ah, mais il y avait plein de trucs qui étaient bien. Et c'est pour ça que moi j'avais senti un coup de cœur sur ce bouquin, parce que le voyage m'a plu en fait. Effectivement, ça n'apporte rien en termes de résolution, mais vraiment rien. Mais c'est pour ça que je modère un poil mon propos en disant je peux comprendre qu'effectivement on puisse manquer de ci, de ça, de machin. Mais je trouve que voilà, le voyage est extrêmement bien foutu et pose plein de bonnes questions. Mais ça ne fait que poser des questions. Tu vois ? Écoutez, le débat a déjà été un peu bien intense, lancé, c'est bien lancé, quoi. Alors, moi, j'ai quand même, j'ai eu un souci parce que j'ai eu à un moment donné la question sur la science-fiction. Est-ce que c'était un peu une sorte de hard science où on était un peu hardcore et en même temps un truc un peu méta. Et en fait, je trouvais que c'était la balance, elle n'était pas assez équilibrée. Pas un bancalé, je sais pas, mais bon, ça m'a pas follement enthousiasmé. Alors effectivement, je l'ai lu très vite aussi, au-delà de Neptune. Au-delà de Neptune. J'arriverai pas aujourd'hui. Neptune. Au-delà de Neptune. Merci à vous. Au-delà lit. Aux confins ? Non, c'est au-delà. Le 1, voilà. Oui, c'est le premier album de la collection. Écoute, pour les autres planètes, on verra où ils en seront, mais donc, en tout cas, celle-là, ça m'a pas... Il y a des... Itinéris, on te capte plus ce soir. Il n'a pas fait les exercices d'élocution. C'est chaud quand même, mais donc on va la refaire. Graphiquement, c'est splendide, oui. Au niveau de la narration, j'ai été un peu perdu et ça m'a pas follement enthousiasmé. Voilà. Donc voilà, c'était au-delà de Neptune. Comme dit Azer, on va faire simple, coup de cœur, j'ai fini ma chronique, voilà, basta. Mais non, mais Loulou, c'était pour le premier. Ça marche. Le mec veut asseoir son autorité, quoi. Au-delà de Neptune de Gabriele Melegari, Stenkis aux confins, 24 €. Il y a des accents que j'arrive à faire, alors je profite. Bizarrement, les Américains, tu fais pas pareil, quoi. Non, c'est des accents de merde pour les Américains. Si, il fait pareil. Mais... parce qu'ils le méritent. Les Américains. Il est violent.
Renaissance, le cycle 1 en 3 tomes, scénarisé par Fred Duval, dessiné par MM, avec Fred Blanchard pour les designs, et colorisé par MM, chez Largo. Alors, Nao, Oui, moi-même. que peux-tu nous dire sur cette bande dessinée? De quoi ça parle? Moi, je peux vous Elle dire a que c'est... extrêmement bien préparé sa chronique. Oui, j'ai tout préparé, On c'est sent super. ça. On sent Oui, ça. oui, j'ai tout préparé, Voilà. absolument. Voilà, Sors tes voilà. fiches. Oui, Vas-y, j'arrive. prépare-toi. J'attends le silence dans la salle. Non, je plaisante, bien évidemment. Pardon. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Renaissance. Première série en 6 tomes de 2 cycles de 3. Jean-Paul il est né. Il est né. Je vous ai appelé? Non, je crois pas. Ça suffit là. Jean-Paul Sartre, il est né. Pour une fois, moi j'ai été respectueuse, j'ai pas parlé pendant vos chroniques. Et alors comme tu l'as dit, pour une fois. Motus. Motus. On va y arriver. J'essaye, mais c'est compliqué. C'est dur d'être animateur. Attention, tu C'est es bientôt à la fin de ta chronique. Tu te chutes. Je prendrai sur la tienne. C'est quoi? Chutez-vous, J'aurais s'il dû vous te laisser plaît. ton timing, toi. Voilà. J'aurais dû te le laisser. Ouais, parce que toi t'étais trop long en plus. Voilà. Merci, ça me fait Dis- plaisir. Oh là là, il est pas possible. Titre. Bref, alors du coup, Renaissance. Moi, je trouve que le pitch de Renaissance tient sur quelque chose d'effectivement un petit ticket de métro. Voilà. Ah, C'est ça y est, un- on y est toujours. On y est toujours au ticket de métro, mais toujours. Voilà. On revient toujours au cul de toute manière, hein. Ou au métro. Ou les deux, ensemble. Oui, souvent. Ce sont des choses qui arrivent. En gros, le pitch de base de Renaissance, c'est une invasion extraterrestre de la Terre. Tada, voilà, classique, basique, on passe à autre chose. Pas du tout. En fait, le truc, c'est que toute cette invasion, elle est vue du point de vue des aliens. Et donc, nous, on va suivre plusieurs personnages, des humains et des aliens. Mais surtout, dans le consortium des aliens, en fait, on va comprendre pourquoi est-ce qu'ils viennent sur Terre. Et en gros, on comprend que clairement, les humains sont en train de se suicibuter et c'est un peu la fin du monde. Et s'ils font rien, la Terre va crever et tous les humains vont crever. Mais comme ils ont une certaine forme d'intelligence, un peu quand même, tout petit peu, et du coup, les aliens se disent ils méritent peut-être qu'on leur laisse une seconde chance. Donc, allez, on est chaud patate et on va essayer de venir les aider. Ça marche bien avec Au-delà de Neptune. C'est pas faux. On est dans un thème Il y a des SF choses qui là. répondent. Voilà, il y a un petit truc. Hein. Mais on est retourné sur Terre. Voilà. Alors, le pitch de base, moi, je le trouve franchement hyper basique. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien raconté? En termes de narration, ça passe tout seul. Les personnages, ils sont trop cool. On s'y attache, on apprend à les découvrir. Ils sont intéressants. L'univers des aliens, le consortium, plus on avance dans l'histoire, et plus c'est cool aussi parce qu'on comprend quels sont les peuples, les relations entre eux. Oui, il y a des enjeux politiques. Il y a de la politique, politique, beaucoup bien d'économie. évidemment. Et on comprend aussi que certains ont voulu aider les humains, mais c'était pas non plus le cas de tout le monde. Et que clairement, même ça a créé des problèmes interplanétaires chez les aliens, quoi. Et en parallèle de ça, on va suivre aussi plusieurs humains, notamment des humains qui, eux, veulent continuer dans cette espèce d'éco-terrorisme à la con, et d'autres qui veulent peut-être essayer de sauver l'humanité. Moi, je trouve que c'était merveilleux. Voilà, c'était 6 tomes, c'était merveilleux, ça se défonce. C'est une super série de SF, si vous voulez quelque chose de bien écrit, de bien construit. Je veux même t'éloigner du micro quand t'es à fond comme ça. Pardon, je parle fort. Vas-y, c'est les Désolée. recule. Et alors, aussi, au niveau du dessin, alors voilà, chacun son délire. Moi, je trouve ça chouette, même si au début, ça m'a un peu surprise. Parce que j'avais l'impression que c'était un genre de photo retouchée. En fait, je crois pas. Mais en fait, c'est cool. Voilà, c'est tout. Je suis pas... voilà, chacun son avis là-dessus. Moi, le dessin, au début, j'étais pas convaincue. Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool. Les couvertures sont sublimissimes. Les aliens sont incroyables. Ils sont tous plus farfelus et plus géniaux que les uns que les autres. Voilà, ça, c'est la tête des aliens. Voilà, une espèce de tête verte. Là, Ouais, les c'est aliens principaux, on va dire. des races du consortium. Et voilà, et en plus de ça, on va découvrir petit à petit aussi d'autres planètes du consortium. Hein. Puis des histoires d'amour. Ah mais oui, mais il y a toujours des histoires d'amour, parce que c'est super, l'amour et la guerre ensemble. Tada. Héros et Thanatos. Et voilà. Faites l'amour et la guerre. Oui, peut-être. La guerre en moins, c'est bien. Faites juste l'amour, s'il vous plaît, c'est cool. Bref, voilà, pour ma part, ça a été un énorme coup de cœur. Tout va bien pour moi dans cette série, elle est géniale. Tout Voilà. va bien pour moi dans la vie. Tout va bien pour moi juste un aussi point. dans la vie. Ma vie est belle. Nous, on a vu que le premier cycle, qui C'est est déjà vrai. une très belle mise en bouche, Oui. qui, en gros, te montre vraiment les aliens arrivent et on change de statu quo sur le final. Le deuxième cycle, ça se passe, j'imagine, plusieurs années après. En tout cas, c'est ce que laisse sous-entendre la fin du premier cycle. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus, mais Non. on voit
déjà comment a évolué l'influence des extraterrestres sur la Terre. C'est-à-dire que c'est pas leur arrivée, on a géré leur arrivée dans le premier cycle, deuxième cycle, c'est bon, maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. Ok. Et justement, il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça se clôt de façon intéressante, sans spoiler, bien sûr? Oui, Oui. c'est très bien. Thio, C'est une bonne fin. tu l'as pas lu? Je l'ai absolument pas lu, donc du coup... Vas-y, Tini. Alors, après petite recherche, On les les a 3 pas derniers passés. tomes, c'est 20 ans plus tard. Donc oui, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard, mais tu retrouves Après, les enfants de certains c'est ça. personnages. En fait, Il y a quand même des liens, il y a des personnes qui Il y a reviennent. un écart de durée de vie entre les extraterrestres et nous humains. Oui, c'est Et sous-entendu du tout de suite coup, dans le premier cycle, c'est pour tout de ça suite que- expliqué. Et du coup, clairement, 20 ans pour les extraterrestres, ça fait pas grand-chose, C'est que dalle, alors que voilà. pour nous, c'est une demi-vie quand même, ou presque, quand on est adulte. Déjà. Ouais, mais en sachant que ça a tellement bien marché aussi que là, ils ont récemment fait un préquel qui s'appelle Apogée, avec un tome 1 qui devrait être en 3 tomes, une série qui devrait être en 3 tomes. Et là, pour le coup, on est vraiment loin, fort lointain avant. Et Oui, là, parce on qu'ils voit se vraiment entendent qu'il y a déjà- une vraie différence Parce d'époque. qu'ils entendent déjà qu'ils sont déjà Ils venus. sont déjà venus auparavant pour sonder un repérage. petit peu le terrain et Alors, finalement. Voilà. Ah, les aliens qui font Ça des ne parle sondages, pas c'est de quelque ça chose de dans très le, connu. dans le spin-off. Pour Hein le moment, ça parle que de la création du consortium. Le pour Resident le Alien, moment, il parle beaucoup des aliens qui font des sondages. Absolument. Ça se dit pas. Ils ont construit les Donc on pyramides, peut là. pas trop dévoiler non plus d'éléments là-dessus Non. parce que ça a un impact fort quand même sur le scénario. Mais alors moi je me suis régalé. Effectivement le dessin j'accroche pas particulièrement. Il y a du travail pour différencier les différentes espèces aliens, il y a du travail pour différencier les zones géographiques, pour différencier les différents personnages humains. Donc il y a un vrai travail esthétique, mais dont je ne suis pas particulièrement fan. Voilà, la charte graphique me botte pas plus que ça. Par contre, le propos est génial, la façon dont c'est traité, c'est génial. Donc je mets un immense coup de cœur sur le scénario et un pas du tout sur le dessin. C'est nul. C'est bien. Moi, j'ai trouvé. Tu parlais du dessin. En fait, j'ai fait oh là là, en le feuilletant, on dirait un truc de chez Série B de chez Delcourt. Je fais bah oui, Fred Blanchard au design. Oui, effectivement, on est totalement là-dedans. Bah oui. Charte graphique, etc. On retrouve totalement ce côté-là. Et c'est vrai que pour le coup, niveau graphique, c'est un peu 20 ans. Ouais, ça a pris voilà. un gros coup dans la gueule. C'est très bien fait, hein, mais stylistiquement, j'avoue que maintenant, pour ces histoires de SF, on attend du Singelin ou du Babelais, plus que ce style très classique. Et il n'y a pas que les loulous. Non, hein. mais quand je dis que, c'est ce genre qui sort un peu de cette norme qui est en train de... Enfin, Ça va, il y a 2 petits jeunes qui sont arrivés et d'un coup ils révolutionnent tout. Non, Non, mais je suis pas d'accord. non, mais je dis pas qu'ils reviennent tout. Je te dis, on attend plus ce genre de choses-là sur de la SF que ce côté un peu SF à papa. Alors là, au moins, ça marche pas. C'est que moi, en ce moment, je suis fan de Casa. Du coup, c'est plutôt l'inverse. Ouais, Je retourne 40 ans en oui, arrière. hein. Casa, c'est oui. Et encore, J'adore. même Casa avait une patte graphique De fou. qui était assez remarquable. Bien sûr. Alors que là, ce que je dis, c'est qu'elle n'est pas C'est remarquable. basique. Oui, non, c'est basique. Le dessin, il est basique. Très propre, c'est très bien fait Ouais. et ça fonctionne super. Ce que j'ai trouvé au début un peu gênant du point de vue du scénario, mais que j'ai trouvé intéressant par la suite, c'est qu'au début, je me dis, mais pareil, on est sur de la vieille SF avec des extraterrestres qui ont des comportements totalement anthropomorphes, calqués sur la façon dont fonctionnent les humains, en fait. Alors que c'est vrai que la SF, maintenant, aurait tendance à t'amener des peuples qui ont des façons de vivre, de fonctionner. Oui, mais justement, Simplement le écart. Et scénario c'est là- t'explique pourquoi. Et ce que je te dis, c'est au début, et plus loin, tu te rends compte qu'effectivement, non, ce qui est intéressant, c'est de dire, on va imaginer une humanité qui a évolué pas trop mal, je ne vais pas dire bien, parce qu'il y a des bémols quand même, qui va faire juste en fait, c'est une mission humanitaire, en fait. C'est totalement ça, c'est des gens qui vont faire une mission humanitaire, sauf que on va aider les humains. Voilà. Et là, je me dis, il y a un propos qui est intéressant et qui peut se mettre sur tous les propos qu'on a autour des missions humanitaires dans le monde actuel, avec les problèmes budgétaires, les problèmes politiques, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, etc. Et là, je me dis que la parabole est plutôt intéressante et ça fonctionne pas mal. Et c'est vrai que je serais curieux de lire le deuxième cycle pour ça, pour voir jusqu'où ils vont. Parce que très clairement, le deuxième cycle, Loin. c'est quand ils n'ont plus d'argent pour le projet, parce que leurs budgets sont foutus. Qu'est-ce qu'ils font Ça dans leur pose mission tout un tas de problèmes sur qu'est-ce que c'est que la colonisation, parce que Mmh. là, tu peux appeler ça mission humanitaire, mais quand les colons ont débarqué en Amérique du Sud ou en Asie Ils ou avaient autre, ce point de vue aussi. il y avait un point de vue humanitaire aussi. On va aller éduquer Là, on voit, les peuples les deux aussi, hein. indigènes. Les Exactement. humains se voient comme envahis et les aliens, Exactement. eux, se voient comme aidants et Exactement. ça va fight, quoi. Exactement. Et même s'ils font ça de manière plutôt soft, etc., il y a aussi ce point de vue-là où on vient coloniser. Et nous, on a vécu
enfin, on a un peu de recul sur la colonisation aujourd'hui, avec façon, on l'a pas ce que trop ça a vécu. apporté de bien ou de mal. Ce que ça a apporté de mal, on commence un peu à mettre bien le doigt dessus, au niveau des précipitations de changement, au niveau des maladies transportées, au niveau de la culturation, de la perte d'identité aussi de certains peuples, et puis de la perte de diversité. C'est en partie aussi ça qui est posé sur les différents groupes ethniques qui sont posés là, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent tous un peu avec, on essaye d'homogénéiser malgré tout nos modes de vie qui sont quand même radicalement différents. Parce qu'entre les Squales, les Torgons, etc., ils n'ont pas du tout la même philosophie. Le nom des races aliens. Le nom des races aliens. Il y a clairement énormément de différences, mais pour autant, le consortium essaie de lisser un petit peu tout ça et de mettre tout le monde dans la même sauce. Voilà. Donc c'est la mondialisation, mais intergalactique. Et on voit ça, du coup, à petite échelle sur notre planète. Donc voilà, je trouve qu'il y a énormément de richesse dans le scénario. Voilà. Après, il faut arriver à passer outre le dessin. Non, mais tu vois, pour revenir sur ce côté-là, viragiste. si je prends par exemple quelque chose qui a un style à l'ancienne, mais qui marchait bien, et c'était des designs de Fred Blanchard aussi, c'était le dernier Atlas. C'était dingo. Bah, tu vois, et il y C'était fou. il y avait un truc Bien graphique, sûr. alors que c'était un graphisme un peu à l'ancienne, il y Bien avait un sûr. truc graphique qui faisait que ça sortait un peu. Tu vois, c'est ça que je veux dire quand je te Mais alors, parle tu de vois, ces... moi, pour le coup, sur Renaissance, je trouve aussi qu'il y a un truc graphique. Parce qu'au début, j'avais vraiment cette impression de voir des genres de photos retouchées. Voir Et c'est un truc voir du que. Ponzio. Alors, non, parce que du coup, pour le coup, je suis vraiment pas fan de Ponzio. Non, mais c'était Mais pour une le coup, boutade aussi. Oui, j'ai compris. Son dernier livre a l'air tellement bien. Voilà, faut voir la couve. Cherchez le dernier livre de Ponzio, vous allez voir. allez vite comprendre. Ok, donc Renaissance cycle 1, en tout cas, une saga de SF qui est plutôt Déchire. intéressante. Voilà, Déchire. Qui mérite son coup de cœur. Ça déchire. Ouais, non, mais Si, moi, oui. Voilà. C'est Non, un mais- coup de cœur. voilà. Si vous voulez, après, si vous voulez juste pas vous prendre la tête et lire aussi une bonne grosse série à peine en Ouais. 6 tomes, franchement, ça match. Et puis là, ils sont tous sortis et ils sont pas sortis en 82, donc c'est bien. Fred Duval au scénario et même au dessin et à la couleur, Fred Blanchard sur les designs. C'est chez Dargo pour 17,50 € le tome. Oui. L'adoption, le tome 5, toujours scénarisé par Zidrou, toujours dessiné et colorisé par Arnaud Monin, toujours chez Bambou Grand Angle, mais avec une petite variante. Jusqu'ici, l'adoption, c'était toujours des diptyques qui nous racontaient des histoires autour de l'adoption. Jusqu'ici, on y est à peu près, on est sur une histoire autour de l'adoption, avec des sujets qui sont assez intéressants sur qu'est-ce qu'une famille, comment on crée une famille, comment ça fonctionne une famille. Est-ce qu'on peut forcer la création d'une famille ou pas, quelles sont les difficultés quand on accueille quelqu'un de l'extérieur. Mais là, Zidrou a voulu partir sur quelque chose de plus léger, moins dans le dramatique. Il y a du drame hein, quand même, mais moins dans le dramatique, en nous parlant de l'histoire d'une famille où l'adoption, tout s'est bien passé. Voire même c'est un peu chiant. trop. Voire même un peu trop. On a un couple qui galère pour faire des gosses, il n'y arrive pas et décide de se lancer dans la voie de l'adoption. Et profitant qu'ils soient tous les deux de nationalités différentes, je crois qu'elle est espagnole et lui est français. Et plombier. Et français. Ah, il est portugais. Non, il est français. C'est une paire de fesses. Ils tentent chacun les démarches dans leur pays respectif et hasard, quelque chose qui normalement ne peut pas arriver, ils tombent sur tous les deux, ils ont un enfant qui arrive en même temps. Et là, triple hasard, des fois on n'arrive pas à avoir des enfants et puis des fois on ne sait pas pourquoi ça marche. Il y en a une troisième qui Il y en a un qui s'arrive. Et donc, ils se retrouvent avec trois filles qui vont élever Et ces trois filles-là, on va les voir comment elles vont se réunir, adultes. Donc, Clarissa, Seth et Doucha. J'ai trouvé leur prénom. Il a fait un pense-bête. Ouais, non, je suis tombé sur une fiche sur un site. Guillaume, si tu nous entends. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a une qui appelle ses deux sœurs parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Leur père est décédé. C'est pas leur maman? Non, il me semble bien que c'est le père. le bouquin. D'un coup, j'ai un doute. J'ai un doute. Ah, je sais plus, je l'ai vu il y a tellement longtemps. Pour moi, c'était la maman qui était morte. Moi, je crois que c'était la mère aussi. Ah ouais, je me suis planté. Ah, je l'ai vu il y a trop longtemps. Mais bon, après. Il sent le papa seul avec ses trois petites adoptées. C'est moi qui ai planté. Bon, j'ai planté. Il y en a un qui est mort, quoi. Oh là là, ce plantage. Un des parents. Bref, en C'était gros, le chien. on a Il a beaucoup souffert. Il s'appelait Chucky. les filles qui se retrouvent à devoir gérer ça. Et tout l'album va être construit sur une série de petits flashbacks pour montrer comment elles sont construites, comme quoi celle qui n'est pas adoptée le vit assez mal parce qu'elle n'est pas comme les autres.
et Oh, l'emmerdeuse. que des petits passages sur de la petite tendresse, sur de souvenirs, sur la nostalgie. Sur cette Euh, note. Quelque chose que j'ai trouvé justement C'est par la rapport rageuse, hein. aux 2 diptyques précédents sur l'adoption qui montraient aussi que l'adoption, ça peut mal... Enfin, ça peut pas mal se passer, ça peut être quelque chose de difficile. Et là, je me rends compte que ça parle d'adoption, mais en fait, non, parce que la famille est unie, il n'y a pas de problématique liée à l'adoption. C'est que ces enfants ont été adoptés, mais ils font partie de la famille comme n'importe quel type d'enfant. Et je crois qu'il est là le sujet sur l'adoption, c'est que un enfant adopté, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, et on ne doit pas faire de ce statut d'adopté un statut spécifique. C'est un enfant comme les autres. Et c'est là que je trouve le propos intéressant, et pas si hors sujet que ça peut le sembler au départ, parce que ça montre un angle de l'adoption qui est assez peu traité, en fait. Ouais, c'est l'emmerdeuse. Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très sympa. Moins génial que les tomes précédents, parce qu'on est dans quelque chose de plus léger au niveau du propos, mais qui apporte un angle que j'ai trouvé un peu frais sur le sujet. À vous. Thio? Il débarque. Lui non plus, il l'a pas lu. Alors, je l'ai lu, mais... Il y a longtemps aussi, hein. Il y a longtemps. Ouais, ça commence à dater. Ouais, ça fait un moment qu'il y a Il fait semblant, en fait. Ça a daté, surtout, c'est que je pense qu'elles sont déjà majeures maintenant. Elles sont bien passé le truc, quand même. Effectivement, c'est très différent des autres tomes sur l'adoption, parce qu'on n'est plus dans juste l'accueil d'un nouvel enfant. Après, est-ce que l'adoption est vraiment au cœur du truc? Je sais pas. Peut-être que c'est. En fait, on est sur le après. C'est tu vois, vraiment on le est très sur après, quand même. Sur le très après, c'est la gestion de ce que devient la famille avec des enfants adoptés. Là où sur les tomes précédents, c'est vraiment l'adoption, il est au cœur, et l'adaptation de l'adoption ou de l'adoptanté. Oui, tout aussi bien des parents ou de la famille existante que de l'enfant qui arrive. C'est ça qui est traité, mais vraiment sur le temps proche de l'adoption. Alors que là, on est sur le après. On est sur la famille qui s'est construite avec déjà des relations établies et tout ça. C'est pour ça. Donc après, je trouve que c'est toujours dans l'adoption, mais c'est un bouquin qui est très différent de l'adoption. Oui, oui, des précédents. C'est un spin-off. C'est un spin-off, ouais. 20 Non. ans après. Ben moi, j'aime bien. Hein. En fait, je trouve aussi que c'est une belle manière de parler du deuil. Oui. À travers le prisme de la famille recomposée, enfin composée plutôt que recomposée. Et c'était beau, en fait. C'était trop mignon. C'était un peu plus léger. Le dessin est sublime, évidemment, comme toujours. Hein. Et moi, pour moi, c'était un bouquin un peu feel good, en fait. Genre, c'est hyper dur parce que ça parle de deuil, mine de rien. Mais en fait, ces 3 gamines, elles sont trop belles, elles sont trop choupines, et leur relation avec le papa et la manière dont, en famille, ensemble, ils traversent ce deuil-là, c'était beau, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça hyper feel good, en fait. Le sujet a beau être dur, ça se lit tout seul et ça fait du bien. Donc, trop bien. Trop cool. Isaac? On rien de plus à dire. Hein. Voilà. Donc, l'adoption, tome 5. Je gagne du temps pour ma chronique d'après. C'est un œil sûr, ça doit être court. Donc, l'adoption numéro 5, toujours par Zidrou et Arnaud Monin. Et ça coûte 16,90 €, si je ne m'abuse, parce que mon tableur déconne. Oui, c'est ça, 16,90 €. Chez Bambou Grand Angle. Bonne BD, feel good. Et maintenant, on passe totalement à autre chose que du feel good. Ah oui, alors là... Un œil sûr. Predator Badlands. Là, on est sur du fil barbelé, là, plutôt. On n'a pas déjà fait Predator il y a genre 1 mois? Si, on avait parlé de la série... Ouais, c'est ça. La série qui Elles étaient en boucle un peu, non? Surtout eux, moi, En fait, c'était pas Predator, c'était Alien Earth. C'est pareil, non? C'est non. pas les mêmes. Pas exactement, tu vois. C'est un peu comme Starsky Hutch, on a parlé de Starsky, mais pas de Hutch. Oui. Voilà. Parle de la voiture pour voir. Alors ça, on peut le faire. Ok. On parle-nous de Predator. Alors Predator Badlands. Donc pour information, c'est diffusé sur Le cinéma. Et ouais, on n'est pas sur une plateforme bien. Tu as suivi, j'étais avec moi, toi. J'étais là. Il faisait combien dans la salle? Moins de 12. Moins de 12. La compte de sa mère, ils n'avaient pas mis le chauffage. Et là, j'ai un peu la grippe. Allez, spéciale dédicace au CGR Vitrolles. On va foirer, quoi. Donc, nous sommes sur un... Il n'y a pas de petite économie. Ah ouais, putain, c'est Putain, pas d'économie, voilà. Là, c'est pas d'Horace même. Hein, Pour un prix de la place à 23 €. Non, pour le coup, ils sont moins chers, mais ils sont moins chers, quoi. Enfin, tu sais pourquoi. Il n'y a pas de chauffage. Parce qu'il n'y a pas de service. Non. Alors, donc, je vais quand même
me parler du réalisateur, Dan Trachtenberg, qui était déjà à la manœuvre sur 10 Cloverfield Lane, on s'en fout, mais ça donne un peu une idée quand même de ce qu'aime faire le monsieur. Par contre, il était déjà à la manœuvre sur Prey, il était également à la manœuvre sur, et là on est sur les plateformes, sur Disney+, avec le petit dernier Killer of Killers, série animée, et donc sur celui-ci, sur le Predator Badlands. Donc, nous sommes où ? Nous sommes situés dans un futur lointain. Non, on n'est plus là. Et nous allons suivre l'histoire de Deck. Deck, c'est un jeune Predator. Oh, non, il s'appelle Deck, il s'appelle pas Ben Deck ou je sais pas quoi. Il s'appelle Deck, donc c'est un jeune Predator, plus petit, plus malingre que les autres. Et donc, il se voit plutôt rejeté par son clan. Je vais pas trop rentrer dans les détails de la famille, j'explique après. Il va malgré tout devoir prouver qu'il est un véritable Yoja. Le Yoja, c'est donc la race de ces Predators, pour ceux qui ne le sauraient pas, afin d'obtenir l'arme ultime. L'arme ultime du Yoja, c'est le camouflage. Pour ce faire, il décide donc d'aller affronter la pire créature qui soit sur la pire planète qui soit. Donc la pire créature, c'est le Kalisk. Un monstre... Pas beau et méchant. Pas beau, méchant, avec plein de trucs, et surtout qui se régénère beaucoup. Et ça, c'est important. Et donc sur une planète extrêmement hostile, Jenna... Aucun jeu de mots sur Jenna Jameson. Où chaque élément, du Daily c'est ça, absolument. Où chaque élément de la faune et de la flore peut être un ennemi mortel. N'importe quel petit ver de terre ou brin d'herbe est un ennemi absolument mortel. Sur ce joli petit coin de paradis, eh bien, il trouve notre Yoja, une alliée absolument improbable en la personne de Elle Fanning. Non, le personnage s'appelle Tia, qui est une synthétique de la Weyland-Yutani. Et c'est là que je vais te rejoindre sur Alien Earth, cher ami. Parce que la Weyland-Yutani, c'est bien l'entreprise de gros méchants enculés de leur race que l'on a dans Alien. Qui exploite les pauvres travailleurs. Qui exploite tout le monde, l'univers entier. Et donc, cette Elle Fanning, cette Tia, elle a déjà rencontré le fameux Kalisk. Mais mieux que ça, elle y a survécu. Bon, elle y a quand même laissé un gros morceau d'elle-même, mais elle y a survécu. Et donc... elle peut essayer d'aider le Predator, sauf qu'un Predator, par définition, ça travaille seul. Donc, elle, en tant que synthétique, elle arrive à le convaincre qu'elle n'est qu'un objet, machin, tout ça. Et donc, on va compléter l'équipe ensuite avec un petit Bud, une créature... Une femme objet. Non, mais c'est un outil. Mais c'est un outil. Mais vraiment, on est dans la psychologie du Predator. Oui, parce qu'il y a une psychologie au Predator. Et il faut bien la comprendre. Pas évident. Et donc, on va suivre aussi Bud, donc cette troisième créature, mais vraiment un peu étrange et surprenante, qui est pas dénuée d'intérêt. Elle n'est pas là que pour faire du Disney. Et donc, dans cet environnement sauvage et mortel, ils entreprennent ensemble une quête initiatique. Et oui, on est dans une quête initiatique pour le Yoja. Une quête des plus périlleuses, à la recherche de l'adversaire ultime. Mais au jeu du chasseur, on trouve toujours plus fort que soi. Et il est parfois bien difficile de s'en sortir. Donc, ce film marque quand même une petite rupture dans la saga Predator, parce que pour la première fois, le Yoja n'est pas seulement la menace, mais bien le protagoniste central de l'histoire. Le réalisateur choisit de mettre en avant un Predator vulnérable, puisque c'est le cul de portée de la famille, et qui est en plein apprentissage, donc il n'est même pas en pleine possession de ses moyens, ni au niveau des armes, ni au niveau de ses capacités physiques. C'est là qu'on renouvelle un petit peu l'approche. Mais je comprends que ça puisse pas être du goût de tout le monde. C'était le cas dans Alien vs Predator, c'était des débutants, je crois. Alors non, c'est un peu différent, c'est que on était sur une planète de... Bon. La scène d'ouverture, à mon sens, c'est la scène qui est absolument géniale. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Oui. Merci, Mathieu. J'aurais dû faire la chronique, elle serait déjà finie. Une belle intervention. Donc, elle permet de poser en très très peu de temps le lore, la planète d'origine de Deck, donc la planète qui s'appelle Yoja Prime, de contextualiser les motivations, les relations, la culture, la place du clan, etc. Pour moi, c'est une scène du clan. Ah. C'est important, la place du clan. Et pas la glace du clan. J'entendais la place du blanc. À partir de la rencontre avec... N'interrompez pas qu'ils finissent, bordel. À partir de la rencontre avec la synthétique, clairement, le film change de ton. Tout à fait. Et ensuite, quand il rencontre... Parce que moi, je veux dire, le Bud, il m'a fait penser à Babu Frick. C'est le réparateur de C3PO dans Star Wars 9. Ah oui, tu as raison. Et je trouve que c'est exactement le même sidekick. C'est pareil, il sert à rien. Mais il sert pas à rien, lui, le Bud. Mais quand même. Ah non, il sert pas à rien. Il a une gueule de Booba Frick. C'est pas faux. Là, je suis d'accord. Babu Frick. Je sais pas comment il s'appelle. Il a pas une gueule de porte-bonheur, comme on dit. Ouais, c'est pas ça. C'est le porte-bonheur. Il a une gueule de radio, quoi. Donc là, on a une première bascule. Et là, on arrive avec des touches d'humanité, avec des bons sentiments, etc. Et on se surprend même à rire alors qu'on est dans un putain de film de Predator, bordel de merde. Ah oui. Il y a un problème. D'accord ? Donc, encore une fois, film popcorn, génial.
pour les sacro-saints de l'église Predator, je ne sais pas s'il en reste encore en France ou dans le monde, ça risque un petit peu de faire grincer des dents. Le final, à mon sens, manque un peu d'un combat épique. Cruellement. Mais bon, c'est ma seule déception réelle du film, si tant est qu'on y aille pour un film popcorn. Voilà. Esthétiquement, la photo, les décors, les costumes, tout ça, ça fonctionne à merveille. On a une vraie panoplie d'armes, des scénarisations de combats qui sont bien foutues. La musique est très très bonne. C'est assez punchy et ça colle bien à ce qui se passe. Les scènes de combat sont lisibles. On est en train de dire que c'est un bon film, quoi. Bref, non mais vraiment, pour moi, c'est un bon film. Mais il ne faut pas non plus en attendre le Saint Graal. C'est un très bon film divertissant. Tout simplement. Alors, je pourrais, dans une chronique future, vous faire une comparaison avec Prey, avec Alien Earth. On peut peut-être sortir de cet univers aussi, non ? Ou pas. Okay. Et pour le coup, j'ai commencé à regarder Killer of Killers. C'est lui le dominateur, en fait. Je me suis endormi en cours de route parce que j'étais éclaté. C'est pas à cause du dessin animé. Et fini, quoi. Moi, je trouve ça vachement intéressant parce qu'on réinvente un petit peu. On essaie de relancer des franchises, mais sans faire des reboots comme on a fait pendant 20 ans, 30 ans. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Ça réinvente un peu les monstres iconiques. Et vraiment, moi, j'ai passé un bon moment au final. Merci. Voilà, et c'était pas dans le. Mais vous êtes chiant pour parler de trucs quand même. J'appuie sur des Alors boutons, rien à voir. Moi j'ai vu le dernier Arco, le film de Hugo Bienvenu, ça avait l'air vachement plus sympa quand même. Hein. Mais c'est vachement sympa ça. Par contre, il faut pas y aller pour espérer voir le film ultra d'angoisse qui fait peur machin. Non, c'est pas le propos. C'est un énième Predator quoi. Mais non, c'est pas un énième Predator parce qu'on est. Pardon, j'ai mis la pièce, désolé. Mais il fait chier lui. On n'est pas là pour montrer un monstre tout puissant et qui traque. Ah merci Arco, trop bien. Il est en position d'infériorité et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film. N'hésitez pas à y aller et mettez plein de commentaires très 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 longs qui vont bien faire chier Pierrick. J'ai rien dit. Juste manger du popcorn quand vous y allez, ça me passe nickel, quoi. Prenez une doudoune quand même. Ouais, ça dépend des cinémas. Si vous allez à Vitrolles. Bah, merci de nous avoir écoutés. Azer nous dit qu'il a vu ce week-end. Non, il a vu Arco. Parce que Arco, pour le coup, est un vrai bon film. Putain, faites chier. Et une petite merveille. Faites chier. Cœur sur toi, Hugo, bienvenue, si tu nous écoutes. L'œuf de l'ange, ça va être pas mal aussi. Je l'ai pas vu, moi. J'ai vu le Frankenstein aussi. Il est bien. J'hésite. Moi. Ah, mais il faudrait que je fasse une chronique trop longue, alors je vous emmerde. Bon, bah, j'irai le voir alors. Eh bien, merci de nous avoir suivis. On se retrouve. Si vous aimez les critiques constructives, j'ai monté mon La Voix des Bulles 2, moi. Ça sera le One Icon. À chaque fois, il aura plein de feuilles sur lesquelles il aura écrit des trucs. Mais on te laisse parler, ça va. Non, vous me laissez pas parler. Je vous emmerde. Je comparais le temps de parole. Le docteur Tizak fait sa chronique. Il passe une thèse en fait. On se revoit dans 15 jours pour une nouvelle émission et dans quelques minutes pour ceux qui... La thèse. On a une chronique. Et tu sais quoi, ça s'appellera la consultation. Ouais. En 2 mots. On crée une nouvelle rubrique. On est en train de créer une nouvelle rubrique. Consultation. On a en plus, je crois, déjà trouvé un titre pour l'épisode. Pour la consultation, oui. Non, voilà, ce qui est assez Dominatrix. rare. Dominatrix Nao. Voilà. Nao, que vous pouvez suivre sur Naomi Gurumi. Oui, tout à fait. Sur Instagram. Je suis pas du tout active, mais en vrai, je suis là et je produis beaucoup. Mais ça se voit pas, c'est tout. Ouais. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre les photos. Mais non, j'ai pas le temps. J'ai un vrai boulot et je fais des trucs à côté. Elle me fait penser à une nana des réseaux qui Cookie Nut. Oui, Cookie Nut, je la connais. Pareil. En fait, je suis super active, mais ça se voit pas. Et t'as vu qu'elle était là, elle était assez à vous. Oui. Elle a totalement raté. Ouais. Elle a fait griller de la merde en plus. Elle a fait une espèce de croque-monsieur. Elle s'est démerdée. Pio est sur la galerie de Mathieu. Il a fini son Inktober. Ouais, en entier. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et puis voilà, c'est pas mal. Nous, on est sur les réseaux sociaux, sur La Voix des Bulles, La Totale, dans tous les sens. On se retrouve sur La Voix des Bulles, La Totale. Ouais, lavoixdesbulles.fr. Et à partir de là, vous avez le lien vers tous nos sites. Vous pouvez laisser des commentaires sur Deezer, sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. Écraseur de testicules. Oui, ça c'est déjà fait sur un ancien site. Jeuxdepied.org, si vous voulez voir mon vieux site pourri. Randall a aussi fini son Inktober et ça c'est vachement bien. Et sur ce, Congrats, Randall. Merci encore à tous d'avoir écouté et à très très vite. Ciao, ciao. Merci Azer, merci Randall, merci tous les types. Bonne nuit. Au revoir.
C'est comme les Posca, mais à Castres. Les podcasts, ça se dessine en fait. Ça dessine un castre Mais avec ouais, des Faire les masses dessiner à d'intunes, hein. 4 sur les murs.